viennent du monde du transport. Et donc, c'est un chiffre immense, c'est un défi immense, mais je pense qu'ensemble, on va y arriver, Isabelle, avec des politiques innovatrices, avec des nouvelles façons de faire. Et c'est un peu ce qu'on s'est dit, nous, quand on a déposé la politique de mobilité durable. On s'est dit au Québec, oui, on peut parler des automobiles qui sont électriques, mais on peut aller plus loin que ça. On a besoin de travailler avec l'industrie du camionnage. L'industrie du camionnage représente une immense partie des émissions de gaz à effet de serre et on a besoin d'eux. Et la bonne nouvelle, c'est quand on a élaboré la politique de mobilité durable, ils sont venus autour de la table. Et on ne l'a pas fait tout seul, cette politique-là, et ça, je dois donner crédit à Laurent Lessard pour avoir organisé tout ça. Mais il a mis des gens qui ne sont peut-être pas traditionnellement si simples à asseoir ensemble. Il a mis l'industrie du camionnage avec les groupes environnementaux. Et ces gens-là sont arrivés avec des objectifs très clairs pour nous, pour améliorer, oui, notre bilan environnemental, mais pour améliorer notre mobilité partout au Québec. Et essentiellement, ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait, ensemble, réduire le temps de déplacement des Québécois et des Québécoises de 20 % d'ici 2030. Et là, vous allez me dire, c'est ambitieux, votre affaire, parce qu'on est pris dans le trafic, puis on dirait qu'il y en a de plus en plus. Et on a dit qu'on voulait réduire le coût des transports de 20 % aussi d'ici 2030. Puis là, encore là, vous allez me dire, c'est ambitieux, votre affaire, parce que le prix du gaz n'arrête pas de monter. Mais c'est pour ça qu'il faut faire les choses différemment, qu'on les a toujours faites. Et la politique de mobilité durable dont parlait notre président de campagne ce matin, c'est exactement ce qu'elle fait. Et là, la politique de mobilité durable, elle a plusieurs aspects. Et celui que vous entendez régulièrement, c'est celui des grands projets de transport en commun, comme celui qu'on a annoncé dernièrement, Philo, pour la ligne bleue, comme celui du réseau express métropolitain, qui, en passant, est le plus grand projet d'électrification des transports au Québec. Et le réseau express métropolitain est né de la détermination, du leadership, de la volonté de faire les choses autrement de Philippe Couillard. C'est son projet à lui, et c'est lui qui l'a rêvé, c'est lui qui l'a pensé, c'est lui qui a trouvé une façon qu'on puisse y arriver. Et la construction de ce projet-là, elle est déjà commencée. Mais c'est aussi comme le projet de Québec. Et la carte que vous avez derrière moi, c'est la Ville de Québec, si vous ne la reconnaissez pas. Et la Ville de Québec, suite, disons, à ce que le premier ministre a dit au maire de Québec, bien, je veux que tu rêves, je veux que tu sois audacieux, je veux que tu nous présentes quelque chose d'ambitieux pour ta région, et tu es arrivé avec un plan de transport. Parce qu'en ce moment, à Québec, il y a des lignes d'autobus, mais il n'y a pas beaucoup plus que ça. Et c'est correct, mais c'est ce qu'il y a pour l'instant comme transport en commun. Mais on arrive, M. Labombe a déposé un plan ambitieux, il faut le dire, un plan qui n'est pas donné. Ça coûte 3 milliards de dollars, ce plan-là, mais c'est correct. On a besoin, une ville comme Québec a besoin d'un plan comme celui-là pour avancer, pour avoir une ville du 21e siècle. Alors, dans ce plan-là, et là, fiez-vous pas sur les lignes exactes, là, mais dans ce plan-là, il y a du tramway. Dans ce plan-là, il y a du trambus. Dans ce plan-là, il y a des infrastructures dédiées au transport en commun. Dans ce plan-là, il y a du métrobus. Dans ce plan-là, on va arriver à ce que les gens de Québec soient plus pris dans le même moule de toujours être obligés d'acheter 1, 2, 3, 4 voitures pour leur résidence. J'ai pas hâte que mes enfants soient un peu plus vieux puis qu'eux aussi en veulent une voiture, mais parce que ça coûte cher. Et donc, quand on dit réduire vos dépenses en transport, on peut le faire à travers des projets comme ceux-là. Quand on dit réduire votre temps de déplacement, des projets comme ceux-là vont réduire vos temps de déplacement. Mais les grands projets de transport, ça ne peut pas être tout. On a besoin de faire plus que ça. Les villes veulent développer leur réseau de pistes cyclables partout. Et vous le voyez, vous l'entendez, you're hearing it these days. Cities want to improve not just their big transit lines, they want to improve everything about transit. So they want to invest in cycling infrastructure. You heard the City of Montreal recently. You heard the City of Longueuil this week. The City of Gatineau is one of the precursors in this. Everybody realizes that this is the way to cut time and to give time back to people. Et au-delà de ça, c'est pas assez, par exemple. Parce que rendu au dernier arrêt, on n'est pas rendu chez nous. Ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller plus loin encore. De dire à la personne, lorsqu'elle arrive à la dernière station du REM, lorsqu'elle arrive à la dernière station à Bois-Châtel, comment cette personne-là se rend chez elle? Parce que c'est bien le fun, si ça y a pris 10 minutes de se rendre à Bois-Châtel au lieu du 30-40 que ça peut prendre en ce moment, c'est un gain. Mais si on attend 30 minutes sur le quai à Bois-Châtel pour l'autobus local qui va nous amener chez nous, qui va être à moitié vide, on va avoir attendu 30 minutes pour, il va être à moitié vide, il va faire 18 rues avant de se rendre à notre destination, c'est trop long, puis les gens vont continuer de prendre leur voiture. We can do better than that. We have to think about individualized transport. If there are 3 people
on that tram line that are going on the same suburban street. Why can't we find them transport that's adapted to their need? Why can't we use taxis? Why can't we use shared car infrastructure? Why can't we think that there's a better solution than a half-empty bus that takes too long to get there and too long to get home? Et c'est ça l'avenir en matière de transport. C'est à ça qu'il faut rêver. Mais quand on pense à ces projets-là, c'est pas au gouvernement du Québec uniquement à penser à ces projets-là et à approuver ces projets-là. Ce que vous avez entendu de François Legault dernièrement, ce que vous avez entendu de François Legault à propos de la ligne rose, ce qu'il est en train de dire, et hier j'ai fait un débat avec M. Lisée et un représentant de la Coalition Avenir Québec, c'est un peu le fun pour ça, les périodes préélectorales. La Coalition Avenir Québec disait « On est sceptique par rapport au projet de la ligne rose. » C'est pas vrai, ils sont pas sceptiques. Ils ont dit non à la mairesse de Montréal. Ils ont dit non au plus grand projet de la plus grande ville du Québec en matière de transport. Ce qu'ils sont en train de dire aux maires et mairesses, c'est si on est prêt à dire non à la mairesse de la plus grande ville pour leur plus grand projet, n'importe quel projet de transport en commun, unilatéralement, le gouvernement du Québec peut dire non, on n'en veut pas, on ne veut même pas y penser, on ne veut même pas savoir combien ça coûte, on ne veut même pas savoir par où ça va passer. Nous, on va prendre les décisions pour vous, puis plus jamais en campagne municipale, on va entendre parler de projets de transport en commun, mais c'est pas ça qu'on veut, nous. Nous, on croit à l'autonomie municipale. Nous, on a voté pour l'autonomie municipale. Je vois M. Coiteux qui est ici avec nous. Félicitations, Martin, pour ça. Les autres partis ont voté contre, puis aujourd'hui, on se rend compte pourquoi. Parce qu'ils veulent unilatéralement prendre ces décisions-là. Nous, on était fiers quand on entendait tous les maires, tous les mairesses, tous les candidats aux élections municipales parler de développer des projets comme ça, parce qu'eux comprennent les besoins de leurs citoyens, puis c'est à eux de rêver à ces projets-là. Donc, et d'élaborer ces projets-là, nous, on est là pour, oui, les approuver, oui, signer le chèque à la fin de la journée, mais ces projets-là doivent émaner et doivent être identifiés et doivent être priorisés par les villes du Québec. C'est vraiment à eux qui connaissent les citoyens et leurs besoins. Enfin, le transport en commun, j'ai entendu une bonne chose cette semaine. C'est que le REM, il y a des gens qui ont reconnu finalement, après y avoir pensé longtemps, un peu comme ils avaient fait pour le projet ici à Québec, ils ont pris la fin de semaine pour y penser, puis ils se sont décidés que c'était un bon projet puis qu'ils allaient l'approuver. Ce qui fait changement de leur traditionnel No Way Tramway qu'ils ont poussé pendant des années, mais quand même, il y a des gens qui se sont rendus compte que le REM, c'est un bon projet. On va toujours être d'accord avec ça. Le REM, c'est le plus grand projet de transport depuis 50 ans au Québec. C'est le 4e plus grand réseau de transport autonome au monde qui va être construit ici à Montréal. Mais ça ne peut pas être uniquement notre plan de transport. Il faut qu'il y ait plus que ça. Il faut qu'on pense à comment on rend les gens chez eux. Il faut qu'on se dise, est-ce que les villes veulent ce qu'on propose? Est-ce que ce sont les villes, en fait, qui proposent les projets? Ce n'est pas au gouvernement du Québec, j'y reviens, mais on ne peut pas uniquement baser notre plan de transport sur le fait que la Caisse nous dise oui, c'est rentable ou non, c'est pas rentable. Ils n'ont pas de plan B en ce moment. Il faut penser plus loin que ce qui a été proposé par la Coalition Avenir Québec. L'autre chose avec les transports, c'est que c'est un moteur. It's an economic driver. And Dominique introduced the plan on transport and the transport industry this week, and we've got some of the most innovative and forward-thinking companies in Quebec with respect to transport. We could build our economy around these projects, around our major urban transit projects, and around how we get people to destination. Je vous remercie beaucoup. Merci, Stéphane. Merci beaucoup, M. Fortin. Et on va maintenant donner la parole à Mme Dominique Anglade, députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, ministre de l'Économie, de la Science, de l'Innovation et ministre responsable de la stratégie numérique. À vous la parole. Merci Stéphane. Et puis, merci pour la présentation de mes deux collègues. Alors, est-ce que je peux avoir la présentation pour commencer? On va la voir bientôt. L'économie de demain. Alors voilà. On a beaucoup parlé dans les dernières années. Dans les 50 dernières années, il y a un grand changement qui va s'opérer lorsqu'on se projette dans l'avenir. Alors là, j'appuie. OK. Alors, je reviens en arrière. Je pense que je suis responsable du numérique. Alors, il y a un changement de paradigme important qui s'opère dans la société. Pendant les 50 dernières années, puis même plus loin, on a toujours parlé de la nécessité de la création d'emplois. Il faut créer des emplois, il faut créer des jobs, il faut avoir des emplois de bonne qualité dans toutes les régions du Québec. C'est vrai qu'il faut créer des emplois. Mais la dynamique a changé. Et il y a vraiment eu un tournant dans les quelques dernières années. C'est de se dire que, dans le fond, ce n'est pas la création d'emplois qui doit être notre obsession, mais le type d'emploi que nous allons créer. Et surtout le fait que d'ici 10 prochaines années, on va avoir besoin de 1,3 million de personnes pour occuper les emplois
que nous avons ici au Québec. 1,3 million de personnes. Partout où je vais, peu importe si je vais à Drummondville, si je vais à Shawinigan, si je vais à Montmagny, les gens nous parlent de quoi? De pénurie de main-d'œuvre. Et donc, ce qui va être important, c'est de toujours penser qu'on doit améliorer la productivité, avoir des robots, puis l'automatisation. Et ça, on va continuer à en parler. Et ce qui va vraiment être important également, c'est que l'on puisse miser sur les talents. Ça veut dire que tout le monde va devoir contribuer au meilleur de son potentiel. Ça veut également dire que tous ceux qui sont issus de la diversité, tous nos plus jeunes, on doit tous contribuer. Et encore une fois, que tout le monde soit capable d'être tout ce qu'il peut être. Et très franchement, je pense que le Parti libéral est le seul parti qui représente vraiment ces valeurs-là. That diversity that we need in order to fulfill all the jobs that we have, we need to value this diversity and make sure that there is potential for everybody. And there is potential in Quebec, but we need to value this diversity the way that other parties don't do it today. L'économie de demain. Traditionnellement, on parle de l'économie du secteur privé. On a beaucoup parlé de l'économie du secteur privé, mais il y a également le volet de l'économie sociale, dont on a plus parlé dans les dernières années. L'économie sociale, ce sont nos OSBL, ce sont nos coopératives qui ont de l'activité économique versus des compagnies qui sont à but lucratif. Mais de plus en plus, on va entendre parler de l'économie collaborative puis de l'économie circulaire. Circulaire, Isabelle en a parlé tout à l'heure. On va en parler de plus en plus parce que c'est au cœur de la transformation de ce qui s'opère pour les prochaines années. Quand on parle d'économie collaborative, de quoi parlons-nous exactement? En fait, ce que l'on veut, c'est vraiment de nous assurer que l'on maximise les ressources que nous avons, qu'on soit en mesure réellement de les optimiser. Puis en fait, c'est la Commission jeunesse qui est arrivée puis qui nous a dit il faudrait qu'on se penche davantage sur l'économie collaborative. Et c'est comme ça que nous avons lancé un chantier, un groupe de travail, qu'on appelle le groupe de travail sur l'économie collaborative, dont le rapport va être déposé dans les prochaines semaines au mois de juin. Et ça va être important de voir de quelle manière on est capable d'amener l'économie collaborative plus loin au Québec. Il y a des entreprises qui se démarquent là-dedans. Bixi en est un exemple. On partage des vélos. Crew Café, un autre exemple. On partage des lieux de collaboration, des lieux de travail, des bureaux, et c'est ce que nous voulons faire de plus en plus. L'économie circulaire, Isa, t'en as parlé, mais un exemple de ça, pour l'économie circulaire, les bottes Kamiq que l'on achète, que vous avez peut-être achetées pour vos enfants, que vous avez peut-être achetées pour vous-même, ces bottes Kamiq, elles peuvent être recyclées, elles peuvent avoir 20 ans, on les recycle et on refait de nouvelles bottes avec ça. C'est vraiment l'optimisation de toutes les ressources que nous avons. Même chose pour Rebicycle. Ils prennent de vieilles bicyclettes, puis ils les retapent, puis ils les revendent. On réutilise ce que l'on a déjà, et ça, encore une fois, ça va être des tendances lourdes que nous allons voir. On a beaucoup parlé de manufacturiers innovants, la transformation de ce secteur-là. Il faut penser qu'au Québec, 20 % de nos entreprises sont à plus de 50 % d'automatisation. Alors, oui, il y a eu du progrès, puis oui, il y a eu des résultats qui ont été probants, mais on va se comparer un petit peu. C'est 55 % aux États-Unis qui ont plus de 50 % d'automatisation, c'est 75 % en Allemagne. Le point ici, c'est de se dire que dans les prochaines années, on va continuer à miser sur le manufacturier. Mais on ne va pas seulement miser sur le manufacturier. Il faut qu'on mise sur d'autres secteurs. Combien d'entre vous vont sur Internet pour acheter des produits? Hein, à main levée, là. Combien d'entre vous vont sur Internet pour acheter des produits? Hein, une grande majorité. C'est pas si facile que ça d'acheter des produits québécois sur Internet. C'est pas si facile que ça. Il y a des sites, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de potentiel que nous avons avec le commerce de détail aujourd'hui. Et nous, ce qu'on veut, c'est que chaque fois que vous allez sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre téléphone, commander des produits québécois, que ce soit facile, qu'il y en ait de plus en plus, que l'offre soit vraiment disponible. Et c'est ça que l'on veut faire avec le commerce de détail, c'est le transformer, le numériser, faire en sorte qu'on se soit accessible. L'agroalimentaire, beaucoup de potentiel en automatisation. Quand on parlait de l'accord de l'AECG, d'ailleurs sur lequel ma collègue Christine Saint-Pierre a beaucoup travaillé, d'ailleurs je salue le travail que tu as fait, Christine, pour cet accord qui est vraiment formidable. Cet accord-là nous permet de pénétrer les marchés européens de manière très agressive, et le secteur de l'agroalimentaire, je vous le dis, c'est probablement le secteur avec le plus grand potentiel sur ces marchés-là. Comment ne pas parler de numérique avec l'économie de demain? 100 % des Québécois, là je vais le dire au futur, mais c'est vraiment acquis maintenant,
Dans 4 ans, 100 des Québécois auront effectivement accès à Internet haute vitesse. Avec toutes les décisions que nous prenons aujourd'hui, 100 des Québécois Il nous reste encore 200 000 foyers qui vont nous rester à brancher, mais on a les sous pour le faire, encore une fois parce qu'on a pris les bonnes décisions. Mais il y a d'autres choses que l'on fait en matière de numérique. Le corridor 5G. Aujourd'hui, là, le 5G, on en parle, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais les entreprises, on va créer un environnement où les entreprises vont être capables d'innover, puis ça va encourager nos entrepreneurs à se lancer en affaires. Et ça, le corridor 5G, on l'a lancé cette année, et on va voir de quelle manière ça va pouvoir stimuler tout ce secteur du numérique et d'autres secteurs également. On parle beaucoup des données, on va continuer à parler de données, mais pas tant de la quantité de données, de la qualité des données, de la qualité de nos données, que l'on va pouvoir utiliser partout. Lorsque André parle de mobilité, beaucoup des décisions en matière de mobilité vont être basées sur l'intelligence artificielle et sur la qualité des données que nous allons avoir, et ça va faire partie d'un secteur fondamental pour la suite des choses également. Là, j'ai mis innovation barrée. Pourquoi j'ai mis ça comme ça? Parce que si je me projette dans 5 ans, dans 10 ans, l'innovation, là, ça va être au cœur de ce que l'on fait au quotidien. Quand on va parler de mobilité, quand on va parler d'environnement, quand on va parler d'éducation supérieure, comme Hélène va le faire tout à l'heure, on va sans cesse être en mode innovation. Par définition, il faut que ça rentre dans tous nos secteurs d'activité, dans tout ce que l'on fait, à l'école, au travail, chez nous. L'obsession de l'innovation va rentrer. Et à mon avis, cette innovation-là, quand on va dire ça, les gens vont dire « ben oui, mais c'est ça qu'on fait, de toute façon, c'est intégré ». C'est pour ça que j'ai barré le mot « innovation », parce que je me dis, ça va tellement être intégré dans notre quotidien qu'on va probablement en parler moins et l'avoir intégré bien davantage. En conclusion, savez-vous quel est, pour les 10 prochaines années, le plus grand potentiel économique au Québec? Alors, j'ai entendu le cellulaire. D'autres réponses. Les enfants. D'autres réponses. Les services. Une dernière réponse. Une femme. Ah, le Parti libéral. Quelqu'un a dit Parti libéral aussi. Oh, ça vaut le même applaudissement quand même, le Parti libéral. Mesdames et messieurs, le plus grand potentiel économique du Québec pour les 10 prochaines années, ce sont les femmes. Je dis pas ça en l'air là, quand je dis c'est les femmes. Tout à l'heure, Laurent Lessard, il me disait c'est le potentiel humain. Bien, il n'était pas loin, le potentiel humain, les femmes, les enfants. Pourquoi les femmes? Parce qu'il y a une étude qui est sortie qui s'appelle « The Power of Parity ». « The Power of Parity », ce qui présente, c'est que dans les prochaines années, si nous avons plus de femmes qui vont sur le marché du travail, et si les femmes que nous avons sur le marché du travail vont davantage dans les domaines moins typiques pour elles, la fabrication, les sciences, les finances, l'impact sur notre PIB va croître de 7 à 9 sur 10 ans. C'est 35 milliards de dollars de potentiel que nous avons au Québec si ces mouvements-là s'opèrent. C'est pour ça qu'on dit que le plus grand potentiel des femmes. Et on a tous un rôle à jouer là-dedans. On a tous un rôle à jouer auprès des femmes que l'on fréquente, des jeunes que l'on fréquente, les encourager de manière plus générale à aller faire des sciences. Puis peut-être que je vais terminer sur une petite anecdote personnelle. J'ai 3 enfants, puis ça m'a beaucoup marqué cette anecdote-là. Ma petite dernière s'appelle Sophia, puis l'été passé, elle avait 5 ans, puis elle m'a dit « Maman, je sais ce que je vais faire quand je vais être grande. » J'ai dit « Qu'est-ce que tu vas faire, Sophia? » « Je vais faire des sciences. » Alors, j'étais très contente. Je me suis dit « Bon, là, elle a vraiment compris tout le message que j'envoie tout le temps sur les sciences. » Et 2 secondes plus tard, elle me dit « Mais maman, hein, c'est quoi les sciences? » Alors, il reste encore du boulot à faire, mais je pense que tous ensemble, on va y arriver. On a un potentiel incroyable. Toute cette vision-là, on la développe ensemble, on la développe en équipe, on la développe avec vous, on la développe avec le parti et les idées du parti. Vraiment, je pense que l'avenir est très prometteur avec le Parti libéral. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup, Madame Anglade. Et je pense qu'on a une très, très bonne transition pour notre dernière panéliste, Madame Hélène David, députée d'Outremont, ministre responsable de l'enseignement supérieur et de la condition féminine.
Donc, à vous la parole. Oui, je pensais jamais que la table serait aussi bien mise. Merci beaucoup, Dominique. On a plus que la parité homme-femme sur la scène. Alors, écoutez, voilà. Alors, je saluerais les jeunes militants, militantes, la commission jeunesse, mais tous les jeunes qui sont ici. Pas seulement ceux qui sont dans la commission jeunesse, mais ceux qui sont des jeunes qui croient au Parti libéral ou qui s'intéressent au Parti libéral ou qui sont venus écouter les femmes et les hommes qui donnent donc des présentations extrêmement intéressantes. Et chers militants, militantes, chers membres d'associations des comtés, parce que vous aidez beaucoup à animer les comtés, non, j'en ai pas besoin. Chers permanents, chers employés des comtés, chers employés des cabinets aussi qui travaillent d'arrache-pied, qui n'ont pas terminé leur travail. J'oserais dire, chers journalistes aussi, qui venaient passer un beau samedi à nous écouter et j'espère à nous apprécier. Enfin, ça sera votre appréciation. Alors, quel plaisir! Et moi, je parle jamais avec un texte. Jamais, jamais, au grand désespoir de mes équipes. Et là, j'ai un texte parce que je voulais être sûre de rentrer les choses que je voulais vous dire en peu de minutes. Alors, quel plaisir de vous voir réunis aujourd'hui en provenance des 4 coins du Québec. Votre présence aussi importante nous démontre qu'elle est un gage de foi en l'avenir, un gage de victoire. Nous sommes ici aujourd'hui afin de partager des idées, de débattre de notre vision de l'avenir et de réaffirmer nos valeurs communes. Nul besoin de le mentionner, nous allons clore un chapitre de notre histoire le 1er octobre prochain afin de mieux en ouvrir un nouveau. Si j'ai été fière et emballée de travailler avec vous ces 4 dernières années, permettez-moi de vous dire que je le serai tout autant lorsque les Québécoises et les Québécois auront renouvelé leur confiance en nous dans les prochains mois parce que notre travail n'est pas terminé. Nous pouvons et devons donc être fiers du travail colossal que nous avons accompli durant ces 4 ans. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Alors, rappelons-nous tous ensemble les choses suivantes. Nous sommes le parti de Jean Lesage, celui de la Révolution tranquille, de la prospérité et de l'effervescence des idées. Nous sommes le parti ayant mis sur pied le Conseil du statut de la femme et le tout premier ministère de l'Éducation. Nous sommes le parti ayant instauré le droit de vote des femmes au Québec. Nous sommes le parti ayant fait élire la première femme députée à l'Assemblée nationale, devenue la première femme ministre de l'histoire du Québec. Nous sommes le parti de la parité sur les conseils d'administration des sociétés d'État. Nous sommes le parti du tout premier Conseil des ministres paritaire du Québec. Nous sommes aussi le parti de grandes femmes de conviction, de passion, d'ambition. Je pense à Mesdames Claire Kirkland-Casgrain, Lise Bacon, Monique Gagnon-Tremblay, Monique Jérôme-Forget, Yolande James et beaucoup d'autres. Vous connaissez peut-être l'engagement féministe que j'ai porté tout au long de ma carrière. Lorsque j'ai pris la décision d'embrasser de front la vie politique, je me suis jointe en toute connaissance de cause à un parti ayant une longue tradition de défense des droits des femmes. Je peux dire avec force et conviction que le combat pour l'égalité de droits et de fait entre les femmes et les hommes est inscrit dans l'ADN de notre parti, du Parti libéral du Québec. Ne l'oublions jamais. Soyons à chaque occasion qui nous est donnée les porte-voix de nos ancêtres, de notre bagage, de nos legs. Personne ne peut nous enlever cet héritage exceptionnel qui est le nôtre en matière d'évolution de la condition féminine au Québec. Nul besoin de vous rappeler le contexte social québécois et mondial dans lequel j'ai entamé ce nouveau mandat. Je dirais simplement MeToo, à titre de rappel. L'ouragan social qui a frappé le Québec, à l'instar du reste du monde, en octobre dernier, est venu bouleverser et redessiner la cartographie des dynamiques sociales telles que nous les avons presque toujours connues. Cela n'a rendu mon mandat, mon combat, mes ambitions pour la condition féminine au Québec que plus fortes et plus solides. Depuis octobre dernier, ce sont les femmes de partout autour du globe qui ont pris la parole et ont élevé la voix, très souvent accompagnées et soutenues par des hommes, amis, collègues, familles.
Ce MeToo, c'est un des combats sociaux où les femmes ont eu à lutter pour leur dignité et pour inscrire leur nom dans l'espace public et dans les politiques gouvernementales. Nous avançons et cumulons des victoires. Le 20e siècle en est un brillant à cet égard. Une de nos très grandes forces au Parti libéral du Québec est que l'on ne s'assoit ni sur nos lauriers ni sur nos acquis. C'est ce qu'on appelle la vision d'avenir, c'est ce qu'on appelle le progressisme. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous battons et débattons encore d'un autre enjeu aussi vieux qu'inachevé, celui des femmes pour leur juste représentation dans les sphères du pouvoir. Le plafond de verre existe et ne doit plus être un tabou. Le fait que nous en discutions ouvertement, sans filtre, constitue un énorme pas vers l'avant et témoigne de tout le chemin parcouru. Je tiens à le réaffirmer haut et fort, ici en votre présence, en présence de mes collègues, en présence de notre chef, notre gouvernement est clair sur son intention de mettre en œuvre des mesures destinées à atteindre la zone de parité. Par ailleurs, le Conseil des ministres actuel, composé de 45 % de femmes, se situe dans la zone paritaire, une tradition, je vous le rappelle, instaurée par le Parti libéral du Québec dès 2007. Maintenant, je vais vous demander, pourquoi sommes-nous présents et présentes à chaque occasion qui nous est donnée afin de parler de la place des femmes dans les lieux de pouvoir? Pourquoi parler et lutter pour l'accès des femmes aux emplois non traditionnels? Dominique en a parlé, les sciences, entre autres. Pourquoi travailler à améliorer la conciliation travail, études, famille? Pourquoi promouvoir des modèles féminins de succès, de réussite? Pourquoi faut-il inclure les hommes dans les discussions sur la parité et sur le féminisme? Parce que l'entièreté de la société bénéficie des contributions de la moitié de la population. Après 150 ans où le Parti libéral a été de tous les grands combats ayant façonné le Québec moderne, que nous reste-t-il à faire? Tout. L'histoire est toujours à construire. Que vous soyez instigateur, participant ou héritier de la Révolution tranquille, vous êtes porteur d'une parcelle de cette grande histoire. Par ailleurs, et en parlant de succès, vous, vos enfants ou vos proches avez fréquenté un système d'enseignement supérieur public novateur, performant, qui fait l'envie des étudiants à travers le monde. À nous de porter maintenant le flambeau et de viser encore plus haut. Quelles traces aurons-nous laissées dans 50 ans? Que diront nos enfants des possibilités que nous avons créées, des portes que nous avons ouvertes et des barrières que nous avons fait tomber? Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour que l'on pose ensemble les jalons du Québec de demain, un Québec de tous les possibles, un Québec où il n'y aura plus de laissés pour compte, plus de talents inexplorés, plus de portes fermées. Plus que jamais, nous savons que le potentiel d'une personne n'est ni dicté, ni limité par son genre, par la couleur de sa peau, par son handicap ou par son origine ethnique. Plus que jamais, nous avons posé des gestes concrets afin de briser les tabous et de permettre à chaque étudiant désireux d'apprendre d'intégrer fièrement nos cégeps et nos universités. Les inégalités sociales ne se résorbent pas d'elles-mêmes. Elles disparaissent lorsque nous faisons les bons choix. Le choix du savoir au lieu de l'ignorance. Le choix de la connaissance au lieu de celui du dogmatisme. Le choix de l'engagement au lieu de l'indifférence. Le choix d'un Québec fort, éduqué, à l'avant-garde, fier de son système d'enseignement supérieur. N'oublions pas que nous vivons dans une société du savoir et que la connaissance sera la monnaie d'échange de demain. Aspirer à l'enrichissement des Québécoises et des Québécois signifie dorénavant leur donner accès aux outils et aux apprentissages qui s'acquièrent majoritairement dans les cégeps et les universités et qui leur permettront d'exprimer librement leurs talents et leurs compétences. Les efforts que nous avons déployés ces dernières années nous donnent la chance d'innover sur des bases solides et prévisibles. Notre objectif premier a toujours été d'assurer l'accessibilité aux études à toute personne ayant soif de connaissances, jeunes et moins jeunes, étudiants des premières générations, chefs de famille monoparentales dont plus de 90% sont des femmes, étudiants autochtones ou en situation de handicap pour ne nommer que ceux-là.
Aujourd'hui, je suis fière d'affirmer que nous avons dédié à l'enseignement supérieur le budget le plus élevé de son histoire. Nous avons posé des gestes concrets afin de s'assurer que les barrières financières n'entravent plus le désir de rêver grand de nos jeunes. Les résultats sont probants. Nos cégeps et nos universités offrent des programmes stimulants, compétitifs, de qualité mondiale, tout en permettant aux étudiants de bénéficier des frais de scolarité parmi les plus bas au Canada. Les nouvelles règles de financement leur permettent de bénéficier d'investissements historiques à la hauteur de leur mission sociale, et ce particulièrement, et j'insiste, pour les établissements situés en région. Nos universités et collèges sont des joyaux culturels que nous avons le devoir d'ouvrir, et nous avons le devoir d'ouvrir leurs portes aux talents de toutes origines et de tous horizons. Notre réseau d'éducation est aussi empreint d'une trame géographique. Sur les rives du fleuve et dans chacune des régions, de Gatineau à Sept-Îles et bien au-delà, se trouvent des cégeps, des universités, des écoles nationales ou des pôles régionaux en enseignement supérieur. Véritables fleurons québécois, centres névralgiques pour leurs régions respectives, générateurs à la fois d'emplois, d'espoir et d'opportunités pour nos jeunes, ils nous prouvent quotidiennement que nous vivons réellement dans un Québec de tous les possibles. Les mutations du marché du travail engendrées par la révolution numérique ne trouveront réponse que dans l'action agile de nos cégeps et de nos universités. Face aux besoins criants en matière de main-d'œuvre et pour répondre aux défis technologiques et éthiques soulevés par exemple par l'intelligence artificielle, nous devons fournir à nos institutions les moyens de se démarquer. Or, chacune des 17 régions et des 75 villes et municipalités qui abritent une institution d'enseignement supérieur se distingue par son savoir, ses caractéristiques, son environnement unique. À l'image de la diversité des régions qu'ils habitent, nos cégeps et nos universités doivent mettre de l'avant leur propre créneau d'excellence et leur vision d'avenir. Afin de permettre aux entreprises québécoises de prospérer et de croître, nous leur donnerons les moyens d'attirer les meilleurs talents du monde. Nous mettrons de l'avant la richesse de nos régions, l'unicité de nos programmes d'études, la qualité de notre enseignement et l'accueil hors pair des Québécois. Les étudiants internationaux que nous intégrons aujourd'hui seront les travailleurs de demain, les citoyens d'après-demain, les bâtisseurs qui se joindront un jour à la belle et à la grande diversité québécoise. Je ne peux qu'être fier de l'immense travail de collaboration que les cégeps, les universités, les municipalités et les citoyens d'une même région accomplissent chaque jour dans le but de faire prospérer le Québec. Merci de joindre vos pas aux nôtres. Nous marchons ensemble vers un avenir commun, vers un avenir prospère, vers un avenir plus juste, vers un nouveau Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame David, et merci beaucoup à vous quatre. On va passer à la période de questions. On va prendre des interventions dans la salle, ainsi qu'une qui se trouve au tableau. Donc, j'inviterai les gens à aller au micro si vous avez des questions. Sinon, on peut peut-être commencer par la première question. Qu'est-ce que le PLQ pense de l'usage des données personnelles par les géants du web, entre parenthèses Amazon, Facebook, Google, pour défendre leur position dominante? Donc, je pense que c'est une question qui est destinée à Madame Anglade. Merci. Alors, je peux partager. Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet-là, évidemment, dans les derniers mois. Et je vous dirais que c'est honnêtement préoccupant ce qui se produit avec les données personnelles. Je pense qu'on a un gros travail à faire au niveau de la sensibilisation aussi de la population, mais également de savoir qu'est-ce qu'on est capable de rendre disponible et d'avoir un meilleur contrôle. Il y a eu des discussions. Ma collègue Kathleen Vert, d'ailleurs, travaille sur l'accès aux données. On travaille et on veut de plus en plus avoir accès à plus de données qui existent aujourd'hui, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les domaines de l'éducation. On est assis sur une base de données extraordinaire. Maintenant, ces bases de données-là, se pose la question, qu'allons-nous faire de toutes ces données et comment est-ce que ça va être utilisé?
Alors, je ne dis pas qu'on a une solution et une position claire, mais je pense que c'est une préoccupation que l'on doit avoir lorsque l'on développe le numérique. Et je pense qu'à l'avenir, il va falloir qu'on établisse dans l'utilisation des données que nous avons et que l'on veut rendre plus disponibles, comment on va le faire, quelles vont être les règles d'utilisation, comment est-ce que les compagnies peuvent utiliser ces informations-là sans pour autant faire de l'argent avec des données qui appartiennent aux Québécois. Mais on n'a pas encore les réponses claires à ces questions-là. Et c'est des questions qui sont abordées présentement dans toute la transformation du numérique. Il n'y a pas de réponse qui soit vraiment clairement établie, mais définitivement une préoccupation que l'on doit avoir. Merci beaucoup, Mme Anglade. Je pense qu'il y a une question au micro numéro 2. Monsieur Léonard. Oui, bonjour, monsieur Léonard. Commission politique, Bonaventure et le reste. Ma question est par rapport au domaine qui m'est cher, l'éducation. Il y a près de 2 ans, nous avions présenté une résolution cadre à Drummondville et nous en étions ressortis le Parti de l'éducation au Québec. Et c'était très intéressant. Là, il y a 2 ans qui se sont passés. Il y a eu beaucoup d'ajustements de fait et au niveau primaire, secondaire et le reste, mais les changements fondamentaux de paradigme sont encore à travailler. Et pour être dans l'éducation depuis 40 ans, je sais qu'il faut être patient, très patient. Mais par contre, je m'attendais à ce qu'on aille un petit peu plus loin dans les 10 points qu'on avait mis en place. Et je vois qu'il y a un autre parti au Québec qui pourrait qu'on gagne des élections avec des sondages. Nous autres, on sait que c'est pas le sondage qui gagne, c'est le travail. Puis des bonnes idées. On a compris ça depuis longtemps, nous autres. Alors, la question est que est-ce qu'il n'y aurait pas moyen qu'on soit un petit peu plus proactif pour mettre devant des changements radicaux, plus positifs pour qu'on soit vu lors de la prochaine élection comme le parti qui va changer l'éducation alors qu'on sait qu'il y en a un autre. Il y a eu un exemple aujourd'hui, je finis après ça, je vous promets. Il y a eu un exemple aujourd'hui avec les 4 ans où on a mêlé les maternelles avec service de garde. On ne parle pas de la même chose. On pourrait prendre les deux. Fait que ma question, c'est on peut-tu aller plus vite comme moi? Oui, c'est beau. Merci beaucoup, M. Léonard. Bien, écoutez, je veux pas parler aussi à la place de Sébastien, qui a parlé ce matin, puis qui a dit d'ailleurs tout ce sur quoi il était en train de travailler, tous les changements qu'il a apportés. Je vais vous rajouter un exemple qui était une des résolutions de la Commission jeunesse, les fameux stages terminaux dans la formation en éducation. Eh bien, le dernier budget a bel et bien montré notre intention de soutenir ces étudiants-là. On a réservé 15 millions de dollars. On est en train de faire les balises de ce programme de subvention qui va entrer en action dès le mois de septembre pour 3 800 étudiants qui terminent la formation en éducation. Et c'est très important parce que ces 3 800 étudiants qui vont intégrer le marché du travail, on veut les garder dans les écoles. On veut soutenir, valoriser la profession. Et pour ça, ça veut dire qu'il n'y a pas 20 % au bout de 5 ans des enseignants qui ont quitté la profession pour toutes sortes de raisons. Mais en aidant la 4e année de stage, ce qu'ils appellent le stage 4, et en mettant 15 millions de dollars, je pense que c'est une volonté ferme. Maintenant, si on veut du changement pour du changement, je vais dire une chose, par exemple. Si vous parlez d'enseignement supérieur, les cégeps, ils sont là pour rester. Ils ne sont pas là pour disparaître, comme a dit M. Legault il y a quelques années, que c'était un endroit pour fumer du pot. Bon, mais le pot, ça, c'est une autre question, là, à partir du 1er juillet. Mais
Les cégeps se sont développés partout au Québec, vous en avez partout, et se sont rendus des lieux d'excellence dans la formation de techniciens dont on a tellement besoin dans les Ils sont très, très recherchés, ils ont tellement d'offres d'emploi qu'ils ne savent plus laquelle accepter, et la formation préuniversitaire qui est de grande qualité. Alors voilà quelque chose qu'on veut développer et surtout pas faire disparaître. Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, pour les stages 4 en enseignement, on vous remercie pour cette décision qui a été prise. C'est vraiment très apprécié. Je suis certain que nos amis des différentes fédérations étudiantes qui sont peut-être dans la salle vous remercient également. C'est une grande avancée. C'est une demande qu'on faisait depuis longtemps et on vous remercie. On va passer au micro 1 et ça va être l'avant-dernière question. On va en prendre une dernière juste après. Je voudrais savoir, quand on va à l'épicerie acheter une bière ou une liqueur, on paye de la récupération, hein, le retour des bouteilles, et ainsi de suite. J'aimerais savoir, est-ce qu'un jour, on va pouvoir payer pour les bouteilles de vin qui se gaspillent au Québec de façon scandaleuse? Merci. Eh bien, je suis très heureuse de pouvoir vous répondre à ce sujet-là, puisque cette semaine, on a tenu une journée de réflexion, justement, sur le recyclage, notamment aussi avec les bouteilles de vin. Je veux juste qu'on revienne un peu derrière. Au début des années 2010, on était autour de 40 % de recyclage de ces bouteilles de vin. Il y avait une compagnie à l'époque qui existait et qui reprenait les bouteilles de vin. D'ailleurs, c'était avec la SAQ, là, on était autour de tout ça. Cette compagnie-là a fermé ses portes. Donc, on a eu une chute drastique et c'est probablement les chiffres que vous avez en tête. On a chuté à 14 % de taux de recyclage des bouteilles de vin. C'était choquant et vous avez raison de le mentionner. Cependant, depuis 2016, Éco-entreprise Québec a décidé de reprendre et de mettre sur pied un projet pilote dans 5 centres de tri au Québec. Ça a été totalement financé par le privé, donc par Éco-entreprise Québec, plus de 10 millions de dollars. Et actuellement, on recycle plus de 55 % des bouteilles de vin au Québec. Donc, on a augmenté la proportion qui date du début des années 2010, et alors qu'il y avait une compagnie qui faisait que pour ça. Et là, on est dans un projet pilote qui va se terminer cet automne. Alors, on va laisser le temps à ce projet pilote-là de prendre fin. 5 centres de tri sur 27 seulement qui sont au travail. On est à 55 %. Je peux vous dire une chose, je fais le tour du Québec actuellement. Je rencontre des entreprises de partout, notamment l'entreprise Bellemare qui est à Trois-Rivières. Cette semaine, j'étais avec de nombreuses entreprises. Du verre, là, très bientôt, la demande est tellement grande qu'il n'y a rien qui va se perdre. Quand on parle d'économie circulaire, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Puis on travaille, nous autres, avec l'entreprise privée. On y croit. Merci beaucoup, Mme Mélenchon. Et pour m'assurer que chacun de nos 4 intervenants ait eu une question, je vais prendre la question qui est juste en haut pour M. Fortin. Vous n'allez pas vous enfuir comme ça. Comment trouver le point d'équilibre entre réseau de transport en commun efficace et étalement urbain? Oui, c'est sûr que c'est une question qui est très large parce que par le passé, au Québec, souvent, on a construit des quartiers un peu partout. On a construit des quartiers à Montréal, mais on a construit des quartiers à Mirabel. On a construit des quartiers un peu partout. Et les villes se sont agrandies. Et les services n'étaient pas là. Il n'y avait pas de service de transport en commun dans les nouveaux quartiers qu'on établissait. Il n'y avait pas de lien qui se faisait entre qu'est-ce qu'on construit comme développement puis comment ces gens-là vont se rendre à destination. Donc, il faut changer la dynamique de comment on pense à nos villes, comment on pense à nos nouveaux quartiers. S'il y a une nouvelle porte qui se construit, qu'elle soit à Mirabel, à Laval, à Montréal ou ailleurs, il faut qu'on ait un plan clair de comment on va prendre cette personne-là puis l'amener à destination. Peut-être dans certains cas, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit vouloir faire et ce qu'on doit travailler avec les villes pour faire, c'est rapprocher la destination finale de la destination initiale. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'assurer qu'on développe des quartiers en sachant qu'on a des services tout près pour pas que les gens aient nécessairement 1 heure à faire à tous les matins? Si on rapproche la destination, le travail, l'école ou peu importe, de la résidence, ou en fait, si on rapproche la résidence du lieu final de destination, et si on développe nos quartiers avec des services qui sont adaptés exactement pour ça,
c'est là où on va trouver un gain en termes de temps, puis un gain en termes de dépenses, parce que moins loin on va, moins on a de dépenses en termes de transport. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on a mal fait au cours des dernières années, au cours des dernières décennies au Québec, et qu'on se doit de mieux faire. Donc, à l'intérieur de la politique de mobilité durable, un des grands pans de ça, c'est de travailler avec les villes pour dire comment on développe, comment on fait des plans de mobilité qui sont associés, qui sont même intégrés au plan d'aménagement urbain, au plan d'aménagement des MRC, des municipalités. Donc, toutes les MRC vont avoir des plans justement pour se développer en fonction du transport. Merci beaucoup. Et je vais prendre une toute dernière question. Je pense qu'on a eu des questions uniquement posées par des hommes. Et là, je vois qu'il y a une Laurence qui est dans la liste. Donc, je pense que ce serait pertinent d'avoir ça. Donc, quel est le plan du gouvernement en matière de bornes électriques? Comment prévoit-il permettre aux régions l'acquisition d'un véhicule électrique? Oui, merci. En fait, c'est une question qu'on a beaucoup discutée et M. Moreau a parlé du plan d'Hydro-Québec dernièrement en matière de bornes électriques. Donc, il y a les bornes électriques traditionnelles qu'on inclut entre autres dans les nouvelles constructions. Les nouvelles constructions au Québec ont des bornes électriques, mais aussi les nouvelles constructions gouvernementales. Les nouvelles écoles qu'on construit, les nouveaux bâtiments gouvernementaux vont tous avoir des bornes électriques. Mais au-delà de ça, il faut rendre ces bornes-là un peu partout. La dernière fois que je suis allé en Abitibi, j'ai rencontré les gens de l'AVEC, donc les gens de l'Association des véhicules électriques, qui m'ont dit « C'est bien le fun. Nous autres, on le teste parce qu'on a du fun. Donc, on va faire le parc de la Vérandrie, puis on va se croiser les doigts, on va espérer de se rendre à destination. » Mais c'est pas une solution, honnêtement. C'est même un peu risqué, c'est même un peu dangereux de faire ça par moment. On ne veut pas que les gens se rendent aux 3/4 de la destination. Mais avec le temps, premièrement, les véhicules sont beaucoup plus abordables, mais sont, au niveau technologique, sont de loin meilleurs et sont capables d'avoir des plus grandes distances. Mais en même temps, ça prend un réseau de bornes partout. Il y a des régions au Québec qui sont encore très mal desservies au niveau du réseau de bornes. Mais on veut travailler avec notre partenaire principal, qui est Hydro-Québec. À l'intérieur de ça, on veut travailler avec les municipalités. Elles ont toutes des plans, elles ont toutes des endroits. Les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui veulent avoir des réseaux de bornes développés. Donc, réellement, je pense qu'on a un écosystème, et on le voit par les chiffres qu'Isabelle a avancés. Il y a 2000 Québécois le mois dernier qui ont fait le choix d'acquérir un véhicule électrique. Et ça, c'est juste les véhicules, les automobiles. On ne parle pas des camions à ordures. Maintenant, il y en a qui sont électriques. Les camions de livraison, il y a des entreprises qui travaillent là-dessus. Donc, réellement, s'il y a 2000 personnes de plus qui demandent pour ce réseau-là, le gouvernement n'a plus le choix. Il est temps d'investir dans le réseau de bornes, mais on peut le faire de façon intelligente, de façon économique pour le gouvernement et de façon pratique pour les gens également. Merci beaucoup. Alors malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir respecté les temps. Vous avez été beaucoup plus discipliné que le premier panel. Donc, je vois qu'il y a encore des gens au micro. Vous aurez l'occasion de vous poser les questions au ministre lors du cocktail qui se tiendra à la fin. Donc, je pense qu'il mérite une bonne main d'applaudissements et on peut passer au prochain point.